Bonjour à tous. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, ceux qui me suivent sur cette chaîne, cette vidéo a pris un temps fou à sortir. On est en septembre, début septembre, et elle a mis encore plus de temps que celle sur l'impératrice. Hélas, ça n'a pas été de la procrastination. J'aurais presque préféré, mais je ne procrastine quasiment jamais. C'est pas mon tempérament. Mais dans la vraie vie, un de mes chevaux a eu de sérieux soucis de santé au mois de juillet. Il a subi une très grosse opération due à une colique avec résection de l'intestin grêle. Donc on lui a enlevé 1,50 m d'intestin. Et j'ai été happée par sa convalescence, les soins quotidiens, la logistique. Et tout ça m'a vraiment empêché de réfléchir à la vidéo ou même à autre chose que la gestion du quotidien des chevaux et du travail en même temps, puisque j'ai travaillé tout l'été. Autant vous dire que je n'avais pas du tout la tête à me poser pour travailler sur les cartes, même pour moi en fait, même si j'ai assez vite repris ma routine, méditation, carte du jour le matin, car j'avais vraiment besoin de cette petite bulle le matin. Et puis, il faut l'admettre, on en est à la carte de l'empereur. L'empereur, c'est pas un pionnier, il n'est pas là pour inventer ni innover. Il n'avance que lorsqu'il a une structure à bâtir, un cadre à poser, un territoire à organiser. Donc, tant que l'impératrice n'a pas donné naissance à une idée, ben lui, il reste assis, posé sur son trône, calmement, dignement, avec tout le poids de l'expérience, à profiter de ce qui a déjà été acquis. Alors, il attendait tranquillou que je sois prête, mais le voici enfin. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne ou qui ont perdu le fil, ce que je comprends très bien vu le rythme de publication, je vous rappelle le projet de cette série de vidéos. On explore les arcanes majeures du tarot, un par un. Pas que les arcanes majeures d'ailleurs, il y aura les mineurs aussi, en comparant les deux grandes traditions du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite-Smith. L'objectif, c'est de plonger dans le symbolisme, les différences de représentation et les interprétations qu'on peut en tirer, à la fois d'un point de vue psychologique, d'un point de vue ésotérique et plus personnel aussi. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on en est à la carte numéro 4, l'empereur, figure de l'autorité, de la stabilité, du pouvoir incarné, ou en tout cas revendiqué. Et comme toujours, on va commencer par le tarot de Marseille. Ici, ce sera toujours la version Kamouin-Jodorowsky que je vous propose de regarder en détail tout de suite. Alors, si on suit le fil des arcanes majeurs, l'empereur arrive juste après l'impératrice. Et oui, ladies first. Le battleur ouvrait la marche avec son énergie brute, sa curiosité, son potentiel encore informe. La papesse représentait ensuite le repli, l'introspection, la gestation silencieuse du savoir. Puis, l'impératrice venait donner forme à tout ça, en insufflant une première dynamique créatrice, fertile, intuitive, presque spontanée. Et puis arrive l'empereur. C'est le moment où les choses se posent, où le souffle créateur doit rencontrer la réalité du monde, où l'on passe de l'idée à la structure, de l'élan à la stabilité. L'empereur pose des bases, décide où il va bâtir le projet. Il règle les détails comme un architecte ou un chef de chantier. Il administre et ordonne ses troupes. Il incarne cette fonction paternelle archétypale qui vient mettre des limites, fixer un cadre, dire non quand il le faut. Il est là pour que la création de l'impératrice ne parte pas dans tous les sens. Ce n'est pas forcément le personnage le plus séduisant du tarot, ni le plus inspirant, mais sans lui, rien ne tient, rien ne dure. C'est lui qui rend les choses viables, tangibles et concrètes. Nous allons maintenant passer à l'analyse détaillée de la carte de l'empereur telle qu'elle apparaît dans le tarot de Marseille Kamouin-Jodorowsky. C'est ce tarot que j'utilise à chaque fois que je fais ces vidéos, donc bien évidemment, je reste sur le même jusqu'à la fin.
Et comme toujours, on va commencer par un cours historique basé sur le livre d'Isabelle Nadolny, Histoire du tarot. Puis on continue avec une description purement visuelle, rigoureuse, sans surinterprétation, pour vraiment poser ce qu'on voit. Chaque détail compte et on prendra ensuite le temps de revenir sur la symbolique de tous ces détails. Si l'on commence par l'histoire de la carte, l'empereur n'a pas toujours occupé la même place dans le tarot, c'est-à-dire la 4e. Dans les plus anciennes listes d'atouts, il apparaît parfois en 3e position, avant quand même de se fixer durablement au rang numéro 4, chiffre qui deviendra fondamental dans son interprétation symbolique. On le verra plus tard. Le nom de la carte varie d'un jeu à l'autre. On trouve Imperator, Imperatore, mais l'empereur quand même dans la majorité des jeux français, ou même le grand-père dans le tarot révolutionnaire. Mais quelle que soit son appellation, il s'agit toujours d'une figure allégorique du pouvoir suprême, celle qui représente l'autorité sur le monde terrestre. D'après Isabelle Nadolny, l'iconographie de la carte combine plusieurs éléments classiques empruntés à la représentation médiévale de Charlemagne, considéré au Moyen-Âge comme l'archétype de l'empereur, toujours barbu et âgé, même si, en fait, historiquement, il n'était pas du tout barbu. Sur le bouclier, on reconnaît l'aigle noir sur fond jaune, les armes du Saint-Empire romain germanique, symbole d'autorité impériale et de souveraineté politique. C'est un détail qui est lourd de sens. L'empereur ne représente pas un roi parmi d'autres, mais le détenteur du pouvoir suprême sur le monde matériel. Ce blason était clairement identifiable dans les anciens jeux. Mais à partir du 19e siècle, Nicolas Convert en a modifié les couleurs. Il a fait un bouclier bleu et un aigle jaune, sans justification historique d'ailleurs. Cette transformation, reprise ensuite par Grimaud, a effacé le lien explicite avec le Saint-Empire et affaibli la portée allégorique de la carte. Le globe, tenu dans la main de l'empereur, surmonté d'une croix, est un autre attribut impérial traditionnel. Il symbolise le monde dominé par la loi spirituelle ou divine. C'est un insigne qu'on ne verra jamais dans les mains d'un roi. Le sceptre, en revanche, est un bâton de commandement partagé avec la royauté, tandis que la couronne fermée évoque autant le pouvoir que la protection militaire, comme un casque de guerre descendant sur la nuque, proche de celui de Minerve, la déesse. Enfin, le détail des jambes croisées, souvent ignoré, n'est pas anodin. Il proviendrait, selon Isabelle Nadolny, d'un usage rituel dans le droit médiéval allemand, où les juges devaient s'asseoir comme des lions courroucés, la jambe droite passée sur la gauche. Alors, j'ai jamais vu un lion courroucé assis comme ça, mais bon, voilà, c'est historiquement ce qu'elle nous rapporte. Dans l'iconographie du pouvoir, cette posture marque l'exercice actif de l'autorité, parfois dans la colère, parfois dans la justice. Elle distingue les grands seigneurs, capables de se tenir avec une aisance que la bienséance interdisait aux autres. L'empereur, dans le tarot de Marseille, incarne donc une autorité enraciné dans l'histoire du pouvoir impérial occidental. Il n'est pas seulement un personnage, c'est un archétype de maîtrise, de structure et de légitimité. Allez, observons maintenant cette carte de l'empereur dans la version Camouin-Jodorowsky du tarot de Marseille dans ses moindres détails. Comme vous le voyez, l'empereur est assis, on va dire 2-3 quarts, le corps tourné vers la gauche de la carte, ce qui dans la lecture symbolique classique le relie au passé. Ce détail est essentiel. Il ne regarde pas vers l'avenir ou le monde extérieur à conquérir, mais vers l'expérience acquise, ce qui a déjà été construit. Comme le souligne Yoav Bendorf, son autorité repose sur des structures établies, un ordre préexistant qu'il protège et stabilise. Sa posture est droite, mais tendu. Il n'a pas non plus l'air complètement détendu ni paisible. Son attitude traduit une vigilance constante. D'après Jodorowsky et Marianne Costa dans La Voix du Tarot, cette position exprime un personnage prêt à se lever, toujours en état d'alerte pour faire valoir sa loi ou défendre ses frontières. Il est littéralement posé sur son pouvoir sans jamais s'y abandonner. Toujours d'après ces auteurs, on aperçoit, je vous le montre ici, un carré blanc dessiné par ses jambes croisées
qui confirme qu'il est bien ancré dans la matière. Et bien sûr, beaucoup ont noté le fameux 4 dessiné par ses mêmes jambes. Selon Chris Hadar, cette position corporelle affirme une maîtrise parfaite de l'espace et de lui-même. L'empereur est là pour tenir le cadre, tenir le territoire, tenir son rôle. Il est l'axe autour duquel l'organisation sociale ou matérielle prend forme. Enfin, Emmanuel Iger note que cette posture avec les jambes croisées représente la règle. Car la règle est plutôt fixe, elle ne change pas sans arrêt. On a vu avec Isabelle Nadolny que cette posture était celle adoptée par les juges auparavant. Et un juge est celui qui n'agit pas par impulsion. C'est plutôt celui qui décide avec autorité, selon des règles fixes, au nom de la loi. Dans cette immobilité concentrée se cache toute la puissance de la souveraineté. Passons au visage. Le visage de l'empereur est tourné vers la gauche de la carte, comme je vous l'ai dit, et comme si son regard se portait sur ce qui a déjà été accompli ou sur ce qu'il tient à préserver. Cette orientation, notée par Yoav Bendov, suggère un personnage attaché à la continuité, à la stabilité, et dont le pouvoir s'inscrit dans une logique de préservation, plus que de transformation. L'empereur ne regarde pas vers l'avenir, il regarde plutôt ce qu'il contrôle. Son regard est confiant mais ferme. Un regard d'autorité naturelle, sans brutalité, qui ne cherche pas à convaincre mais à s'imposer. Il n'a pas besoin d'intimider puisqu'il est l'autorité. Cette maîtrise tranquille du regard reflète l'état d'un pouvoir intérieur bien établi. Selon Jodorowsky et Costa, il fixe du regard son sceptre, l'objet de pouvoir, ou, selon Chris Hadar, sexe dressé. Et Chris Hadar, lui, pense qu'il regarde sa femme, l'impératrice. Donc, bien évidemment, comme on ne voit pas qui il regarde, on peut toujours tout inventer. Ce regard de l'empereur peut aussi révéler un ego fort, une volonté de contrôler, mais aussi la possibilité d'un certain isolement émotionnel. Il peut représenter celui qui observe, qui gère, qui décide, mais qui va rester à distance des affects. On peut donc lire ce visage comme une synthèse. C'est à la fois le visage du patriarche, du souverain, du gestionnaire, du commandant. Il n'exprime pas la joie, il n'exprime pas la compassion, mais plutôt la présence d'un cadre, d'un ordre. Et ce visage regarde non pas les autres, mais au-dessus des autres. Il pense en termes de structure, pas de lien avec les autres. Passons à la tête et à la couronne de l'empereur. Donc la couronne, dans cette version qu'a moins Jodorowsky, n'est pas une couronne classique. Elle épouse la forme du crâne comme un casque et son prolongement arrière évoque clairement une pièce d'armure, un couvre-nuque. On peut y voir une allusion à Minerve, en effet, la déesse romaine de la stratégie, dont le casque protégeait la nuque dans les combats. Ce détail renforce la lecture d'un pouvoir structuré, réfléchi et capable de défendre ceux qu'il a battus. Jodorowsky et Costa voient dans cette couronne un signe d'intelligence avec, vous voyez, le compas, là, orange, et cette façon de rayonner comme un soleil avec les pointes rouges. Chez Chris Hadar, la couronne casque va protéger la pensée de l'impératrice, qui est venue juste avant, je vous le rappelle, comme le crâne protège le cerveau. Je vous rappelle que l'impératrice, elle a créé des idées et l'empereur va les mettre en forme. Il va les matérialiser. Donc la tête de l'empereur, littéralement, est une forteresse. Elle ne laisse rien passer d'inutile ou d'instable. Et dans ce casque couronne, c'est bien évidemment surtout la raison qui règne. Passons au trône. Enveloppant, presque organique, il ne repose pas sur une structure géométrique. Il semble taillé dans une matière vivante et il est richement orné, ce qui symbolise d'après Jodorowsky-Costa le raffinement de son esprit. On aperçoit le signal chimique de l'or en haut du trône, cet or qui est relié au soleil, pouvoir masculin actif. Yoav Bendov remarque que le trône a des formes douces et courbes et on va ressentir toute la vulnérabilité de l'empereur à travers ce siège. Mais cette énergie yin est discrète, elle est presque cachée, ce qui indiquerait une personne qui cache ses émotions et ses faiblesses derrière une apparence rude et carrée. Chez Chris Hadar, le trône est de couleur chair pour montrer que Dieu a voulu que ce soit la conscience humaine qui devienne la base et le support indispensable à la réalité humaine. Je cite. Il est vrai que le trône semble fait de la même matière que le personnage lui-même. L'homme et son autorité ne font qu'un. Il n'y a pas de distinction entre le pouvoir et celui qui le détient. C'est une fusion totale
qui peut évoquer la rigidité autant que la stabilité. Ce trône est donc bien plus qu'un fauteuil. Il est l'architecture même du pouvoir, à la fois support, prolongement et limite de celui qui l'occupe. Sur cette carte, l'empereur tient dans sa main droite un long sceptre orné d'un globe et d'une croix rouge, et c'est un sceptre levé, tenu fermement. Ce geste, volontaire et symboliquement chargé, est souvent associé au pouvoir actif, à la capacité d'agir dans le monde extérieur. Il peut aussi être interprété comme un symbole phallique, on l'a vu. Il représente la puissance générative, structurante, fondatrice, mais aussi sexuelle de ceux qui pensent que cet attribut les rend supérieurs. La main droite symbolise ici l'action, la décision, la mise en œuvre. Elle est d'ailleurs nettement plus grande que la main gauche si vous regardez bien. C'est un détail qui est souvent ignoré, mais qui signale un déséquilibre voulu. C'est l'action et non la contemplation qui domine chez l'empereur. La main gauche, en revanche, est posée sur la ceinture avec le pouce glissé dessous. Ce geste aussi a été longuement commenté. Pour certains, c'est un signe de centrage, de maîtrise de soi. Pour d'autres, il suggère aussi la retenue des sentiments. L'empereur ne se laisse pas déborder par ses émotions ou ses pulsions qui sont en dessous de la ceinture. Il les contient, il les oriente et il les met au service d'une structure intérieure stable. Donc c'est pas un geste de fermeture, ça va être plutôt un geste de canalisation. Alors, à la droite de l'empereur au premier plan et posé contre le trône se trouve un bouclier de couleur bleue sur lequel figure un aigle jaune aux ailes déployées. Ce motif n'est pas un simple emblème de pouvoir, il est très riche de sens et son traitement dans cette carte se distingue nettement de celui qu'on retrouve chez l'impératrice. Ce qui est intéressant, c'est que les diverses restaurations du tarot ont découvert que l'aigle en fait était une aigle et qu'elle avait pondu un œuf. Et d'après Jodorowsky et Costa, c'est cet œuf, ce principe féminin, porté par l'empereur, tout comme l'impératrice portait le principe masculin avec sa paume d'Adam qui était très saillante. Et l'aigle complet, rappelez-vous qu'une aile n'était pas encore formée sur le bouclier de l'impératrice, donc là par contre il est terminé, il a les ailes déployées, il va symboliser l'aboutissement d'un processus, une idée qui a éclos ou un principe fécond qui est devenu forme. Ces cerfs s'agrippent au sol dans un geste de stabilisation, c'est l'esprit créatif de l'impératrice qui, grâce à l'empereur, trouve une structure, une assise. Le pied de l'empereur repose d'ailleurs juste au-dessus du bouclier, dans un geste qui est un peu ambigu. Il protège le blason, mais pourrait aussi entraver l'élan de l'aigle, le maintenir sous contrôle en quelque sorte. L'aigle veut s'élever, mais l'empereur impose les limites. C'est toute la tension de cette figure. Il ne réprime pas l'imagination, mais il va la canaliser, il va la soumettre à la loi, à l'ordre et à la raison. Pour Chris Hadar, ce geste traduit une attitude de maîtrise. Le pouvoir est tempéré, il est dominé, il est tenu. Enfin, Emmanuel Iger rappelle que l'aigle enfin complet symbolise la créativité harnachée, je cite, ce qui l'empêche de se disperser dans tous les sens. Pour la tenue vestimentaire, l'empereur porte une tenue qui est complexe, à la fois martiale et symbolique. Sa tunique rouge évoque l'action, l'autorité, la force vitale maîtrisée. Le rouge dans le tarot de Marseille n'est jamais anodin. Ici, il signale la puissance en acte, le pouvoir assumé, non tyrannique mais ferme. Par-dessus, vous avez une cape bleue qui tombe lourdement, comme une chape de responsabilité. Le bleu est la couleur de la pensée et de l'esprit, ce qui suggère que l'empereur n'agit pas impulsivement. Il réfléchit, il structure, il codifie. La cape enveloppe et contient, tout comme l'empereur contient ses propres désirs pour incarner l'autorité. Pour le chiffre 4, alors en haut de la carte, comme dans toutes les arcades majeures numérotées du tarot de Marseille, figure le chiffre 4 avec 4 bâtons qui se suivent et non pas 4 écrits 1 puis 5 comme dans la notation romaine classique. Ce détail n'est pas anodin non plus, parce que l'écriture comme ça, avec 4 bâtons, très répandue dans les horloges anciennes et les manuscrits médiévaux, renforce l'équilibre visuel et la symétrie. Dans le cadre du tarot, elle contribue à l'ancrage symbolique dans une tradition iconographique ancienne. Mais surtout, elle insiste davantage sur la présence du 4 en tant qu'élément structurant. Ici, on a vraiment les 4 pieds
de la table. Pour Chris Hadar, le chiffre 4 est le nombre de la stabilité, de l'ancrage, de la fondation. Il va évoquer aussi les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 directions cardinales, tout ce qui donne une forme solide et durable au monde. Et l'empereur, en portant ce chiffre, devient le garant de cet ordre. Et Chris Hadar ajoute que le 4 est le premier véritable fondement géométrique stable après le 3. C'est le carré, figure d'équilibre, de structure et de limite. L'empereur représente ici le père constructeur, celui qui édifie, consolide, légifère. Il est celui par qui l'élan créateur de l'impératrice devient monde, institution, loi. Sur un plan plus archétypal, le passage du 3 au 4 symbolise la maturation de la création. L'impératrice conçoit, l'empereur édifie. Et ensemble, ils forment le couple qui structure la matière, le monde et l'expérience humaine. La carte de l'empereur dans le tarot de Marseille qu'Amoy Jodorowsky présente un fond totalement blanc, sans décor, ni ciel, ni horizon. Ce blanc peut évoquer une page mentale vide ou un hors-champ absolu, une scène abstraite où seule la figure du pouvoir compte. Rien ne pousse, rien ne vit, l'empereur règne dans l'absolu, dans l'espace froid de la structure, de la loi, de l'ordre mental. En contraste direct avec le décor fécond de l'impératrice, on est ici dans un univers aride, minéral, sans sensualité. Le sol est bleu, mais ce n'est pas un bleu uniforme ni lisse. Il est rugueux, rocailleux, évoque la résistance, la solidité, le réalisme brut. L'autorité de l'empereur s'appuie sur quelque chose de dur, d'inerte, qu'il faut façonner ou maîtriser, mais jamais cultiver. Loin de la terre fertile de l'impératrice, surtout visible dans le Rider-Waite, on peut y voir davantage un socle mental, un terrain d'idées figées, d'idéaux rigides. Sur la gauche du trône, une petite touffe végétale orange surgit, presque en contradiction avec le reste. Sa présence est discrète mais marquante. Elle pourrait représenter une poussée de vie, une résurgence du principe féminin que l'empereur tente de contenir, ou encore une tentation du vivant qui vient troubler le règne de la loi sèche. Elle est là, unique, isolée, comme une faille dans le système, ou une grâce inattendue. Dans l'ensemble, l'image donne une impression de stabilité figée. L'empereur occupe tout l'espace, assis de biais sur son trône, dans une posture tendue, mais ancré, figé dans l'exercice du pouvoir. Il est le pilier, le père, le cadre et parfois l'étau. Bon, maintenant qu'on a bien exploré l'empereur dans le tarot de Marseille et qu'on a pris le temps de détailler chaque symbole, on va passer bien évidemment à la version Rider-Waite-Smith. Alors à première vue, les deux versions peuvent sembler assez proches, toujours un homme, assis sur un trône, l'attitude d'autorité, le sceptre, le décor minéral, mais en réalité, on bascule dans un autre univers symbolique parce qu'il faut se rappeler qu'Arthur Edward Waite faisait partie de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, une société ésotérique très influente à la fin du 19e siècle. Et forcément, ça se ressent. Ces cartes sont truffées de symboles alchimiques, astrologiques, kabbalistiques. Rien n'est laissé au hasard. Allez, on regarde cette carte ensemble. Sur la carte de l'empereur, qui porte donc le même nom que dans le tarot Rider-Waite, un homme mûr est assis de face cette fois-ci, sur un trône massif, sculpté de têtes de bélier. Sa barbe blanche et fournie, soigneusement taillée, encadre un visage impassible aux traits sérieux. Il porte une couronne dorée, un manteau rouge qui lui couvre les épaules et une tunique plus pâle en dessous. Dans sa main droite, il tient un sceptre doré dont l'extrémité forme un ankh stylisé. Dans la main gauche, il serre un globe. Le trône repose sur un terrain rocheux, aride, sans trace de végétation, dominé à l'arrière-plan par une chaîne de montagnes escarpées. Le ciel et tout l'arrière-plan de la carte sont teintés d'un orange uniforme, saturé, sans nuance. Cette couleur chaude, associée à l'élément feu, est cohérente avec l'énergie du bélier, qui est le signe du zodiaque lié à l'empereur, dans le système Rider-Waite-Smith. Elle accentue la sécheresse du paysage et souligne l'intensité de l'autorité qu'incarne la figure centrale. Aucun jardin,
et on aperçoit un mince filet d'eau derrière le trône, là où l'impératrice était assise, rappelez-vous, près d'une cascade. L'ensemble dégage une impression de solidité, de silence et d'immobilité. Le personnage regarde droit devant lui, d'un air sérieux et grave, comme enraciné dans sa fonction. Alors pareil, maintenant que nous avons observé la carte dans son ensemble, arrêtons-nous sur les détails. Car chaque élément visuel porte une intention, un symbole, une clé de lecture. Le trône, les vêtements, l'arrière-plan, les postures, tout contribue à donner chair à cette figure d'autorité. Donc on va prendre le temps d'examiner chacun de ces éléments, un par un, en s'appuyant sur les analyses croisées de Bene Belwen, Mary Greer, Emmanuel Iger et Rachel Pollack. Commençons par l'arrière-plan. Le décor est entièrement minéral, sans la moindre trace de végétation. Des montagnes oranges et abruptes se dressent dans le fond, surplombées d'un ciel lui aussi orange brûlant. Cette palette chaude évoque le feu, la sécheresse, mais aussi une forme de pouvoir implacable. L'environnement semble sans vie, presque hostile, comme s'il n'y avait de place que pour l'ordre, la loi et le contrôle. Super. Ça renforce l'idée d'un empereur qui règne sur le monde matériel, mais sans chaleur humaine ni fécondité. Le trône en pierre grise est orné de 4 têtes de bélier, une de chaque côté du dossier, 2 à la base. Le bélier, animal de feu, est le symbole du signe astrologique du bélier, gouverné par Mars. Il renvoie à l'initiative, au leadership, à l'affirmation de soi et à l'agressivité maîtrisée. L'empereur ici n'est pas un tyran déchaîné, il incarne la volonté contenue, canalisé dans des structures rigides. L'empereur lui-même est un homme barbu, d'âge mûr, vêtu de rouge et d'une armure. Le rouge est la couleur de Mars, donc à nouveau de l'action, du feu, de l'autorité, mais aussi de la guerre. Cette tenue suggère qu'il est toujours prêt à combattre, même s'il est actuellement dans une posture de repos. L'armure cachée sous son manteau indique qu'il n'est jamais totalement vulnérable. Il reste protégé, même lorsqu'il se montre en majesté. Dans sa main droite, il tient un sceptre en forme d'ankh, la croix égyptienne de vie, qui symbolise son autorité sur la vie et la création. Dans sa main gauche, il tient un globe doré, symbole de domination terrestre. Ces deux attributs combinés signalent une souveraineté totale, spirituelle, politique, matérielle. La couronne dorée est simple, sans ornement mystique. Elle est ornée du signe astrologique du Bélier. Il faut vraiment le voir, parce qu'il ressemble, comme le dit Rachel Pollack, plutôt à une petite hélice. Et cette couronne va renforcer l'image d'un empereur terrestre, incarné, centré sur les structures visibles et concrètes. Son trône est large, stable, carré, presque cubique. D'après Rachel Pollack, les bras et les jambes de l'empereur forment un triangle sur une croix, qui est un ancien symbole alchimique du feu. Dans certains jeux ésotériques comme celui de Paul Foster Case, l'empereur est même assis sur un cube qui symbolise l'univers tout entier, 6 faces, 12 arêtes, 3 axes, un centre, soit les 22 éléments de l'arbre de vie kabbalistique ou les 22 arcanes majeures. Enfin, l'empereur est représenté de face. Contrairement au profil de son homologue du tarot de Marseille, il se montre ici dans toute sa frontalité. Son regard est droit, posé, il impose sa présence. On voit donc à quel point chaque détail visuel renforce l'identité de cet empereur. Le décor de pierre, le feu, le rouge, le bélier, le trône, il est celui qui tient les rênes, qui incarne le cadre, la loi, la structure. Mais derrière cette façade de granit et de certitude, quel archétype l'empereur réveille-t-il en nous ? Quelle figure intérieure convoque-t-il ? Et que vient-il nous dire au-delà du symbolisme immédiat ? L'empereur, dans le Rider-Waite-Smith comme dans le Marseille, incarne l'archétype du père dans sa dimension la plus classique, celui qui édicte les règles, protège le territoire et trace les limites. Il vient après l'impératrice, et là où elle nourrit, accueille et féconde, lui définit, organise et hiérarchise. C'est l'archétype de l'autorité posée, qui découle de l'expérience. Comme le dit Rachel Pollack, il est l'architecte du monde visible. C'est lui qui transforme les idées de l'impératrice en loi, en institution, en route et en muraille. Il structure le chaos, il sécurise l'espace, il rend la croissance possible, à condition bien sûr qu'il ne devienne pas rigide ou étouffant.
Benebelwen souligne que l'empereur incarne aussi la conscience morale, la droiture et l'intégrité. Il symbolise l'homme mûr qui a intégré les leçons du passé pour devenir une force de stabilité, un point d'ancrage pour ceux qui vacillent. Il peut représenter un mentor, un guide ou la part de nous-mêmes qui est capable de tenir bon face aux tempêtes. Mais cet archétype n'est pas sans ambivalence. Emmanuel Iger rappelle qu'il peut aussi devenir un surmoi tyrannique, un père intérieur castrateur, une autorité qui bloque plutôt qu'elle ne soutient. Il peut cristalliser la peur de désobéir ou l'illusion que seul l'ordre garantit la sécurité. Dans un tirage, l'empereur réveille donc une interrogation profonde. Quelles sont mes fondations? Suis-je en train de bâtir ou de m'enfermer? Quelle place j'accorde à la loi, à la structure, au contrôle, dans ma vie ou dans mes relations? Mais au-delà de ces symboles visibles et de cette construction minutieuse, la carte de l'empereur nous parle aussi de ce qui se joue en nous. Car ce trône de pierre, ce sceptre et cette armure n'existent pas seulement dans le monde extérieur, ils prennent racine dans notre psyché. Alors que signifie-t-il vraiment quand il apparaît dans un tirage? Qu'éveille-t-il en nous, consciemment ou non? Entrons maintenant dans sa dimension psychologique. Sur le plan psychologique, l'empereur peut représenter une figure intérieure aussi puissante qu'ambivalente. Il est cette part de nous qui affirme « je suis responsable, je décide, je protège ». Mais il peut aussi être celui qui rigidifie, qui contrôle trop, qui impose un cadre là où un souffle d'air aurait suffi. Rachel Pollack évoque l'idée d'un équilibre à trouver entre structure et spontanéité. L'empereur, quand il prend trop de place, peut figer l'élan vital et faire taire l'intuition. Elle parle de ces tirages dominés par l'empereur, où tout est verrouillé, où chaque choix est dicté par la peur ou le devoir, au point que toutes les possibilités de vie deviennent bloquées et non épanouissantes. Benebelwen, quant à elle, insiste sur la maturité émotionnelle que symbolise cette carte. L'empereur est la conscience éthique incarnée. Il représente l'aptitude à juger avec recul, à décider sans céder à la panique, à incarner une force tranquille. Cette figure peut être un soutien puissant dans les moments de chaos. Emmanuel Iger le relie à notre capacité à poser des limites. Dans une lecture, il peut indiquer qu'il est temps de reprendre le contrôle d'un domaine de notre vie, de définir clairement notre territoire et de le défendre avec calme mais fermeté. Mais comme toute figure archétypale, il peut aussi apparaître comme un adversaire intérieur. Un surmoi dur, un père trop présent dans notre psyché ou une image du pouvoir qui nous intimide ou nous bloque. La question devient alors, est-ce que je suis maître chez moi ou suis-je dominé par un empereur intérieur tyrannique? Mais que signifie l'empereur concrètement lorsqu'il sort dans un jeu? Que nous dit-il sur notre présent, nos choix, nos structures internes ou nos liens au pouvoir? Lorsque l'empereur apparaît à l'endroit dans un tirage, il incarne la structure, la stabilité, la maîtrise, on a bien compris. Il parle d'ordre, de règles, de lois, de sécurité construite pierre après pierre. C'est vraiment la figure de l'autorité, parfois bienveillante, parfois inflexible, mais toujours tournée vers l'édification du monde. D'après Holistic Tarot de Benebelwen, l'empereur symbolise les domaines concrets et tangibles de l'existence. Gouvernement, affaires, système juridique, responsabilité, gestion des ressources. Il est celui qui rend la vision de l'impératrice réelle, dans la matière, à travers des structures solides. Pour Emmanuel Iger, il peut représenter le père, le patron, le mari, en fait toute figure d'autorité qui exerce une influence déterminante. En tant que qualité personnelle, il indique la capacité à affirmer son territoire, à poser des limites claires, à organiser avec logique et méthode. C'est une carte d'action dans le monde, une carte de pouvoir. Mary Greer précise que cette carte favorise une approche rationnelle au problème, une analyse posée, distante, qui refuse de se laisser guider par l'émotion ou l'intuition. Elle parle d'un moment de consolidation dans la vie du consultant, d'une période où les choses peuvent être maîtrisées, ordonnées, contrôlées. Rachel Pollack, elle, insiste sur l'aspect potentiellement bloquant de l'empereur. Trop d'ordre tue la créativité. Trop de contrôle, même s'il rassure, peut devenir étouffant. Mais dans ses formes les plus saines, l'empereur offre un socle à partir duquel on peut bâtir, à condition que ce socle reste vivant. Mais comme toute figure d'autorité, l'empereur peut vaciller. Voyons maintenant ce que la carte révèle lorsqu'elle apparaît renversée. Lorsqu'il est renversé, l'empereur perd son ancrage. La structure qu'il incarne se fissure.
Elle devient trop rigide, trop vide, ou bien elle s'effondre sous son propre poids. On peut y lire l'image d'un père absent, ou au contraire d'un tyran domestique, d'un homme qui ne guide plus, mais qui impose, ou qui n'impose plus rien du tout. Selon Mary Greer, cette inversion évoque le manque de colonne vertébrale, une autorité qui s'effrite ou qui échoue à prendre ses responsabilités. C'est un empereur qui abdique par peur, par paresse ou par confusion. Il peut symboliser un homme immature, incapable de poser des limites ou de faire respecter les règles qu'il énonce. L'impulsivité l'emporte sur la raison et le désordre sur la structure. Benebelwen souligne qu'il peut aussi représenter un désir de fuir les conventions sociales, une volonté d'autonomie poussée à l'extrême, mais au prix de la stabilité. L'empereur inversé peut alors indiquer un rejet salutaire des modèles patriarcaux, ou bien une profonde crise d'identité. Rachel Pollack, quant à elle, met en garde contre un excès de sensiblerie ou d'indécision. L'empereur inversé devient l'image d'un pouvoir refusé, soit par peur de blesser, soit par incapacité à trancher. Dans un tirage, cette carte invite à s'interroger. Quelle structure avez-vous besoin de renforcer et lesquelles devez-vous remettre en question? L'empereur inversé peut signaler qu'il est temps de redéfinir votre autorité, non pas en vous imposant, mais en vous affirmant avec justesse. Alors on a vu l'empereur du tarot de Marseille, on vient d'explorer celui du Rider-Waite, et maintenant, comme d'habitude, je vais mettre les deux cartes côte à côte et faire un petit point synthétique. Vous avez vu, il y a des similitudes, mais aussi des différences intéressantes, notamment dans la posture, dans les symboles et la manière dont chacun incarne le pouvoir. Comme on l'a vu, l'un est de profil, l'autre de face. L'un croise les jambes, l'autre les pose à plat, solidement ancrés au sol. Et pourtant, vous avez vu que tous deux incarnent le principe d'autorité dans sa forme la plus archétypale, celui qui structure, qui balise et qui ordonne. Mais là où l'empereur du tarot de Marseille reste ancré dans une iconographie médiévale et une posture un peu ambivalente, le Rider-Waite va plus loin dans la codification symbolique. On a vu que l'empereur du Marseille regardait vers la gauche, comme s'il gardait un regard rétrospectif sur l'héritage du passé. En revanche, celui du Rider-Waite fait face. Il va s'imposer au regard du consultant, de façon frontale et inébranlable. Le trône du Marseille semble un peu plus fragile. On a parlé de cet aspect vulnérable, doux mais caché, en comparaison du trône massif du Rider-Waite, qui s'impose comme un bastion de pouvoir et où aucune trace de vulnérabilité n'apparaît. Le trône du Rider-Waite est orné de têtes de bélier sculptées, symbole de Mars, réactivant les associations mythologiques antiques, là où le Marseille, plus allusif, renvoie à un mode de tradition de roi terrestre, sans surcharge ésotérique. Les couleurs du Rider-Waite sont dans une palette de rouge, d'orange, baignées d'une lumière sèche et brûlante, évoquant à la fois le pouvoir solaire, le feu alchimique et la chaleur aride du désert, mais aussi une autorité inflexible. Le Marseille reste dans une chromatique plus médiévale, plus froide, plus bleue, même si le rouge est important. Quant à la tenue, celle du Marseille évoque encore l'apparat royal avec son sceptre, son aigle et sa couronne. Mais dans le Rider, chaque détail devient un symbole intégré. La robe rouge, volonté, énergie, l'armure grise dissimulée sous les plis, la protection, la préparation à la guerre, la couronne dorée, la souveraineté solaire, et le globe doré dans la main gauche, symbole du pouvoir sur le monde matériel. En somme, là où le tarot de Marseille reste plus discret, plus raffiné, plus symbolique dans l'évocation du pouvoir, le Rider-Waite l'inscrit dans un univers systémique, ésotérique, rigoureux, au croisement du mythe, de la philosophie antique et de l'ésotérisme du XXe siècle. Le premier suggère l'autorité terrestre, le second incarne un pouvoir universel, solaire, presque métaphysique. Mais au fond, dans les deux cas, l'empereur est celui qui trace les limites, impose les règles et fait tenir l'édifice. Il est la muraille qui protège, mais parfois aussi le mur qui enferme. Voilà pour les deux grands systèmes traditionnels, le tarot de Marseille d'un côté, le Rider-Waite-Smith de l'autre. On voit bien que malgré des différences symboliques parfois marquées, ils se répondent et s'enrichissent mutuellement. Mais vous savez que ce qui me passionne aussi, c'est de voir comment cette figure de l'empereur a été réinterprétée dans d'autres jeux,
parfois très contemporains, parfois ancrés dans des univers graphiques ou mythologiques complètement différents. Alors on va maintenant regarder de près quelques cartes issues de jeux que j'utilise régulièrement et que vous avez déjà vues dans les vidéos précédentes et qui, chacun à leur manière, proposent une nouvelle lecture de cet archétype. Et pour commencer cette série d'interprétations alternatives, voici un jeu que j'utilise régulièrement et avec lequel je commence à chaque fois cette série de cartes, donc avec des jeux différents que le Marseille et le Rider-Waite original, qui mêle symbolisme ancestral et imagerie païenne. C'est le tarot de la forêt enchantée. Et ici, l'empereur ne s'appelle plus empereur, il devient l'homme vert, comme on avait vu la femme verte pour l'impératrice. Difficile d'imaginer un personnage plus enraciné dans les mythes païens, plus viscéralement connecté à la terre que cet homme vert du tarot de la forêt enchantée. Ici, le pouvoir vient d'une immersion totale dans les forces brutes et sacrées de la nature. L'image est saisissante, on y voit un géant feuillu au visage partiellement dissimulé par un feuillage automnal et sauvage, sans doute du chêne, de l'érable ou de la fougère, qui forme sa barbe et sa chevelure. Son regard est perçant, presque brûlant, il nous observe avec une intensité calme mais implacable. Dans sa main droite, il tient une lance de pouvoir et dans la gauche une corne d'abondance, deux symboles rituels, archaïques et puissants. Devant lui, un vaste chaudron de bronze orné de figures étranges et d'un aigle stylisé sculpté sur le flanc gauche qui semble bouillonner de vie. Dans le tarot classique, l'aigle figure souvent sur le bouclier de l'empereur. Ici, il veille depuis le chaudron même, comme pour signaler la continuité d'un pouvoir plus ancien, enraciné dans les forces du ciel et de la terre. Et ce chaudron, ce n'est pas un simple artefact rituel, c'est le trône. Le livret le dit clairement, un trône vide, gardé avec vigilance par l'homme vert, en attendant celui ou celle qui saura mériter de s'y asseoir. C'est donc ici que réside l'autorité, dans le feu de la terre, dans la promesse d'un pouvoir sacré à venir, et non dans une couronne ou une lignée. Le livret précise que cette carte est associée au solstice d'été, le moment où le soleil est à son apogée. L'élément lié est le feu, mais un feu nourricier, solaire, fertile, celui qui mûrit les fruits, éclaire les sous-bois, fait croître les blés. Sur le plan symbolique, l'homme vert incarne l'essence masculine de la nature, arrivée à maturité. Il n'est pas dans l'élan conquérant ou dans la domination. Il est dans la protection, dans la générosité de celui qui a compris qu'il ne règne que s'il sert. Le livret évoque plusieurs figures mythiques en lien avec cette carte, à commencer par le géant de Cerne Abbas, une immense silhouette masculine gravée à même la colline dans le Dorset anglais, souvent interprété comme un symbole de fertilité et de puissance virile. Il est aussi question du chevalier vert, ce personnage mystérieux de la légende arthurienne, entièrement vêtu de vert, qui défie les chevaliers de la cour d'Arthur dans une épreuve de courage et d'humilité. Figure immortelle et indomptable, il incarne le cycle éternel de la nature, la justice naturelle et le mystère de la régénération. Sous ces différentes formes, l'homme vert nous rappelle que la souveraineté véritable est indissociable du lien sacré avec le vivant. Il est le patriarche végétal, le roi invisible des sous-bois, respecté des bêtes sauvages qu'il protège, craint de ceux qui bafouent les lois naturelles. Et pourtant, malgré sa stature imposante et son regard sévère, il rayonne d'une joie profonde, presque enfantine, celle de la sève qui circule, de la lumière qui chauffe, de la terre qui offre ses fruits. En lecture, cette carte parle de création, d'alignement avec les cycles naturels, de fondations solides à poser, de relations à ancrer, de projets à nourrir. Elle invite à agir avec maturité, à être un pilier pour les autres, à faire preuve de patience et de générosité. C'est une magnifique relecture de l'empereur, non plus comme autorité imposée, mais comme puissance enracinée, comme sagesse vivante. Après la figure végétale et tellurique de l'homme vert, on change d'univers, et voici l'empereur dans le tarot des mondes oniriques, une figure qui est plus énigmatique, plus alchimique aussi, qui évoque à la fois le roi, le sorcier et le dragon. L'image est troublante, l'empereur est représenté debout, fusionné à un tronc d'arbre,
comme s'il avait poussé là, entre les mondes. Il porte une tunique rouge et or, somptueuse mais sobre, et une couronne de feuilles vertes, d'où jaillissent deux immenses cornes noires en forme de croissant inversé. Suspendues à l'une d'elles, on reconnaît la croix en C, symbole égyptien de vie éternelle. Mais l'arrière-plan attire tout autant l'attention. Derrière lui se dresse un immense cercle de pierres gravées, véritable roue de symboles. Une frise narrative mystérieuse qui semble retracer le cycle du monde. En partant de la droite, on distingue d'abord une montagne surmontée d'un soleil, puis une petite maison, évocation discrète de la civilisation ou de l'ancrage. Viennent ensuite des vagues stylisées, puissantes, peut-être une mer primordiale, puis surgissent des figures animales, un oiseau ailé, difficile à identifier, peut-être un phénix, suivi de deux béliers affrontés, écho évident à la symbolique astrologique du bélier, de Mars, de l'impulsion et de la force. La frise devient alors plus étrange, une sorte de patte tentaculaire suivie d'un squelette animal, peut-être un cerf ou un daim, dont le corps, pour moi, ne correspond pas à celui du bélier. Au sommet du cercle trône un aigle aux ailes déployées, figure classique de la souveraineté impériale, mais aussi symbole de vision et de domination céleste. De l'autre côté du cercle, on redescend vers un second squelette qui semble comme se prosterner devant l'aigle, comme une offrande ou une allégeance. Puis vient une autre patte de pieuvre, un serpent, des feuillages stylisés, des coquillages, et enfin une lune en bas à gauche comme une note finale de mystère. Cette frise raconte quelque chose, un cycle peut-être, une ascension, une transformation, rien n'est laissé au hasard. Et au centre de tout ça, l'empereur tient dans ses mains une sphère cristalline posée juste au niveau du cœur. Une sphère traversée de volutes vertes comme des courants d'énergie. Mais si on regarde de plus près, on y distingue aussi un œil rouge presque reptilien et une forme allongée qui évoque une tête de dragon. Cette sphère n'est donc pas neutre. Elle contient un pouvoir immense, à la fois fragile et terrifiant. D'après le livret, elle porte les symboles du domaine et de l'empire. Elle incarne le pouvoir de créer l'ordre à partir du chaos, de fonder la loi, d'établir la structure. Le texte du livret qui est intitulé « L'empereur se souvient », qui est un petit poème en prose à côté de chaque arcane dans ce livret de ce tarot, va ajouter une couche narrative plus intime. On comprend que cet empereur succède à un autre homme, un père, un mentor ou un roi déchu, et que ce passage de pouvoir se fait par le choix conscient de prendre la sphère du dragon. Il devient ainsi le seigneur des royaumes mortels, mais en se posant une question cruciale. Est-ce lui l'homme ou déjà le dragon? La carte suggère que le pouvoir transforme, qu'il n'est jamais sans prix. L'empereur est ici à la fois créateur et créature de ce qu'il fonde. Il est le graveur, le bâtisseur, le scribe du destin, mais il sait que cette puissance peut aussi l'engloutir. En lecture, cette carte invite à reprendre le contrôle, à poser des actes fermes, à inscrire dans la matière une vision claire. Mais elle interroge aussi, de quel héritage partons-nous et à quel prix voulons-nous écrire notre propre loi? C'est une vision puissante mais ambivalente de l'empereur. Mi-homme, mi-dragon, gardien du monde qu'il façonne et peut-être déjà captif de son propre mythe. Après la vision alchimique du tarot des mondes oniriques, on entre ici dans un territoire plus sombre, plus dépouillé, mais aussi plus direct. Dans le Darkwood Tarot, l'empereur est un bélier noir, rien d'autre, pas d'homme, pas de sceptre, pas de trône, juste cet animal debout, massif, puissant, campé sur une falaise abrupte, découpé sur un ciel rougeoyant, presque incandescent. Il est de 3/4, le regard tourné vers la droite cette fois, vers l'avenir. Son œil rouge brille d'une lueur fixe, acérée, comme s'il surveillait un territoire invisible ou attendait le bon moment pour agir. Ses cornes spiralées, larges et parfaitement formées, encadrent sa tête avec majesté. Il ne bouge pas, il s'impose par sa seule présence. Gravé dans la pierre de la falaise se trouve le symbole de l'Ankh égyptien, la croix de vie. C'est discret, presque caché, mais cela transforme immédiatement ce bélier en gardien d'un pouvoir sacré, ancestral, porteur de vie autant que de structure. Le livret ne l'humanise pas. Il dit simplement que l'empereur est l'archétype du père, celui qui délimite les terres de sa vie pour créer son royaume. Il est là pour poser des limites, fixer un cadre et incarner la loi du territoire.
Il est aussi décrit comme le partenaire de l'impératrice, non pas dans un couple fusionnel, mais dans une tension féconde. Elle est expansion, lui est structure. Elle est flux, lui est forme. Ensemble, ils donnent naissance au monde, mais ne se consument jamais l'un dans l'autre. L'image du bélier comme symbole du signe astrologique est ici pleinement assumée. Il représente l'initiative, la volonté, la force brute, mais aussi l'indépendance, la solitude et la capacité à tracer une voie là où il n'y en avait pas. Ce bélier n'a besoin de personne pour exister. Il est le sommet de la volonté individuelle et incarne la figure du bâtisseur solitaire, de celui qui fait en sorte que les choses soient faites. En lecture, la carte nous parle de paternité symbolique, d'autorité, de leadership, de protection, mais elle n'oublie pas non plus l'ombre de cette posture. Le livret met en garde contre une attitude de contrôle excessif, vouloir dominer les autres au lieu de se maîtriser soi-même, imposer des règles sans écouter, se figer dans une rigidité destructrice. C'est ça ou rien, c'est la voie de l'empereur lorsqu'il glisse dans l'abus de pouvoir. Mais lorsqu'il est équilibré, il donne la forme stable dont le chaos a besoin pour devenir monde. Et même s'il est seul sur sa falaise, il est le pilier invisible sur lequel tout repose. Après toutes ces interprétations contemporaines, parfois très symboliques ou ésotériques, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus ancien. Alors pour continuer cette exploration, on va remonter aux origines du tarot tel qu'on le connaît, avec une carte issue d'un des plus anciens jeux conservés, le tarot Visconti Sforza. Ici, c'est juste une image de pouvoir telle qu'on la concevait à la Renaissance italienne. Mais il y a quand même beaucoup à lire dans les détails. La carte ici est richement enluminée, tout y est or, broderie, travail minutieux. L'image semble sortir d'un manuscrit médiéval. C'est une représentation directe du pouvoir selon les codes de la Renaissance. L'empereur est assis sur un trône haut et droit, vu de profil, et tourné vers la droite de l'image, lui aussi comme le bélier du Darkwood Tarot. Il est vêtu d'une robe majestueuse aux motifs floraux complexes, brodée d'or et doublée de bleu, avec des manches amples. Sa silhouette est massive mais élégante. Le tissu, orné de motifs végétaux stylisés, suggère que même le pouvoir humain s'inscrit dans un ordre naturel plus vaste. Le contraste entre la richesse du vêtement et la sobriété du décor, un fond doré ponctué de motifs réguliers, met en valeur l'autorité silencieuse de la figure. Sa barbe blanche descend jusqu'à la poitrine, soulignant l'âge, la sagesse, l'expérience. Sa tête est coiffée d'une tiare en éventail, très architecturale, surmontée d'un aigle noir héraldique, emblème impérial dans toute l'Europe médiévale. Dans sa main droite, il tient un long sceptre doré vertical posé sur son genou. Dans la gauche, un globe impérial surmonté d'une croix, symbole absolu du pouvoir terrestre consacré par le ciel. L'autorité ici est calme, codifiée, stable. C'est un pouvoir qui est là depuis toujours, qui fonde l'ordre par sa simple présence. Contrairement au tarot de Marseille où l'empereur regarde vers la gauche, vers le passé et l'héritage, celui-ci regarde vers la droite, vers l'avenir, vers ce qui reste à ordonner, à structurer et à affirmer. Il ne cherche pas à reproduire un ordre ancien, mais plutôt à étendre sa souveraineté, à projeter son autorité dans le monde. Ce léger changement d'orientation suffit à modifier toute l'intention de la carte. On n'est plus dans la pure conservation, mais dans une affirmation active du pouvoir tournée vers ce qui vient. En l'absence de tout discours ésotérique, ce Visconti nous montre un empereur humain mais sacré. Un homme d'État, un patriarche, un garant de l'ordre visible. Dans une lecture, cette carte peut être interprétée comme une invitation à incarner sa propre légitimité, à tenir sa position, à affirmer une autorité ancrée dans la durée, sans arrogance. Elle nous rappelle que le pouvoir n'est pas toujours dans l'action, mais parfois dans la tenue, dans la cohérence, dans la structure qui perdure. Dans cette version médiévale, l'empereur est l'axe du monde social, celui autour duquel les règles s'organisent et l'ordre s'écrit. Et maintenant, un empereur très différent. On quitte les trônes de pierre, les figures archétypiques et les habits d'apparat pour entrer dans un monde plus proche, plus humain, presque familier. Voici l'empereur dans le pastoral tarot. Un berger, un vrai, assis sur un rocher, en plein cœur d'un paysage battu par le vent. Mais sous cette simplicité apparente se cache une leçon de responsabilité et d'endurance. La scène est dépouillée, mais parlante. Nous sommes dans un paysage aride, caillouteux, à la végétation rare. Le ciel est chargé,
parcouru de nuages, un aigle plane au loin, discret rappel de la symbolique impériale classique, mais placé ici en arrière-plan, comme une ombre tutélaire. L'empereur est assis sur un rocher gris, un bâton de berger à la main. Il porte un pantalon en jean, des bottes de travail, une chemise rouge, une veste jaune, une casquette beige. Tout ici est concret, rustique, quotidien. À ses pieds, 2 moutons. Il ne les regarde pas, mais leur présence suffit à nous faire comprendre la nature de son pouvoir. C'est un pouvoir de gardien, de responsable. Son visage buriné, sa barbe grise, sa posture calme, disent tout de son expérience, de sa constance, de son engagement sur la durée. D'après le livret, c'est pas un roi, c'est plutôt un père, un contremaître ou un berger vigilant. C'est lui qui a bâti ce domaine, pierre après pierre, qui en a tracé les limites, cultivé les règles, installé les routines. Et aujourd'hui encore, il veille. Il reste présent, solide, fiable, dans une vigilance active mais discrète. Le texte insiste sur la discipline. Sans lui, tout sombrerait dans le chaos. Il ne commente pas avec violence, mais par sa seule constance. Sa structure, son cadre, son sens du devoir, voilà ce qui tient tout ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que le livret le montre aussi plein de compassion. Il n'impose pas des règles pour le plaisir d'avoir raison, mais pour protéger ceux dont il a la charge. Il vit au service d'un territoire, d'une communauté, d'un équilibre fragile qu'il maintient jour après jour. En lecture, cette carte parle de leadership quotidien, de responsabilité concrète, de constance. Elle dit que les objectifs à long terme se construisent dans les petits gestes réguliers, dans les choix structurés et dans les habitudes qui tiennent. Et elle rappelle aussi que le pouvoir peut être simple, modeste, incarné dans des actes très concrets, que la grandeur réside dans la manière dont on tient sa place, jour après jour, même quand personne ne regarde. C'est un empereur terrien, humble, mais absolument essentiel. Voilà, on a traversé ensemble plusieurs visages de l'empereur, et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que malgré leur contraste, on passe du berger au bélier, du patriarche médiéval à l'homme arbre. Ils posent tous la même question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être en position de force sans perdre le lien? Et toi, justement, dans ta vie en ce moment, où est-ce que tu sens que tu as besoin de rétablir un cadre? Est-ce qu'il y a un endroit, une relation, un projet où tu sens que tenir ta place calmement, sans t'excuser, ferait une vraie différence? Et est-ce qu'il y a un empereur dans cette vidéo qui t'a parlé ou au contraire qui t'a dérangé? Tu peux me dire ce que tout ça t'évoque en commentaire, bien évidemment. Franchement, j'aimerais avoir un peu plus de retours. C'est vrai que j'ai un rythme de publication assez lent et aléatoire, mais très honnêtement, je ne peux pas faire mieux avec mon travail et mon quotidien. Et en plus, comme j'aime aller fouiller les bouquins pour les analyses, ça prend énormément de temps. Donc je comprends que tu aies autre chose à faire que d'attendre après ma prochaine vidéo. Mais pour moi, le partage d'idées, de réflexions me nourrit et nourrit aussi les vidéos suivantes, car je comprends aussi mieux ce qui vous touche à vous tous, ce qui vous parle, ce qui te parle. Et bien sûr, si tu as aimé cette exploration, si tu aimes bien la façon dont j'aborde les cartes, tu peux t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout qu'elles ne sortent pas très souvent, ou partager celle-ci à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Comme d'habitude, il y aura un article complémentaire sur Substack pour ceux qui préfèrent lire que regarder des vidéos. Alors c'est vrai, mea culpa, je n'en avais pas publié pour l'impératrice parce que comme je vous l'ai expliqué, il s'est passé pas mal de choses à ce moment-là, notamment avec mon cheval Uriam, et puis je n'ai pas eu d'internet aussi, j'oubliais pendant un mois, tout le mois de juillet. J'ai pas du tout eu la tête à écrire ni à rien faire de créatif. Donc là, je reprends doucement mon rythme. Je te promets qu'il y aura l'article Substack sur l'empereur.
D'ailleurs, tu trouveras le lien dans la description, si, tu préfères lire, aussi, donc à ton rythme. J'allais dire lire par écrit, beh, bien sûr. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Je te dis à bientôt pour la carte du pape, ou du hiérophant dans le système Rider-Waite-Smith avec, je l'espère, un petit peu moins, de délai. Bye bye.